Chunk 1. On sait que l'un des aspects de l'accord était que tu devais avoir des relations sexuelles avec ce type. Au début, je ne savais pas ce qui allait se passer, surtout lors de cette première nuit, car Hugh Hefner est décédé en 2017, mais les secrets de son sous-sol ont perduré. Des caméras cachées enregistraient les invités depuis la fin des années 1960. D'anciennes petites amies ont déclaré que le sous-sol contenait des montagnes de contenu pour adultes que Hefner utilisait pour contrôler les gens. Un coffre-fort contenait des dossiers du FBI montrant des décennies d'enquête. En 2022, plus de 10 poursuites ont été intentées par des victimes qui ont découvert qu'elles avaient été enregistrées. Le sous-sol ne cachait pas seulement des fêtes. Il cachait des crimes qui allaient hanter Hollywood à jamais. Hugh Myron Hefner est né le 9 avril 1926 à Chicago, dans l'Illinois. Ses parents étaient des méthodistes stricts qui ne croyaient pas aux câlins, aux films ou à quoi que ce soit de même légèrement lié au sexe. Cette maison froide et remplie de règles l'a façonné d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Enfant, il dessinait secrètement des femmes à moitié vêtues. Même à cet âge, quelque chose en lui se rebellait déjà contre les murs qu'ils avaient construits autour de lui. Il a déclaré plus tard que le manque de chaleur dans sa famille lui avait donné envie de liberté émotionnelle et physique. Et c'était comme si toute sa vie était devenue une réaction à cette répression précoce. Il avait un QI élevé de 152, mais ses notes scolaires étaient juste moyennes. Il ne brillait pas en classe, mais il brillait dans son imagination. À Sur Elementary, il a commencé à écrire des bandes dessinées où il était le héros plein d'aventures audacieuses. Quand il avait 16 ans, une fille nommée Betty lui a brisé le cœur. Cette douleur l'a frappé si fort qu'il s'est complètement réinventé. Il a commencé à se faire appeler F, à changer sa façon de s'habiller et a commencé à écrire une bande dessinée sur sa propre vie scolaire intitulée School Days. C'était en 1942. Et c'était l'une des premières fois où il a transformé une blessure personnelle en quelque chose de créatif. Au lycée Steinmetz, il a continué à aller de l'avant. En 1943, il a lancé le journal de l'école, appelé La Trompette de Steinmetz. Il était le caricaturiste et le reporter, mélangeant les mots et les images, faisant rire les gens tout en affûtant sa voix. Il chantait également dans l'orchestre de l'école, a rejoint le conseil étudiant et n'a jamais cessé de se produire. Ce chagrin d'amour de Betty ne l'a jamais vraiment quitté. Il l'a juste poussé plus fort. Il a continué à travailler sur sa série de bandes dessinées, se plaçant dans des histoires folles pleines d'excitation. Après avoir obtenu son diplôme au début de 1944, son héritage a perduré. Chunk 2. Des décennies plus tard, en 2010, il a commencé à verser 7 500 $ par an au journal de l'école afin qu'il puisse être imprimé en couleur. Il avait 84 ans, mais il se souvenait encore très bien de cette époque. Même en 2016, lorsqu'il y a eu un différend concernant la censure, il est intervenu à nouveau, renouvelant son soutien pour protéger la voix des étudiants. En juin 1944, Hefner s'est engagé dans l'armée. Il s'est entraîné à Fort Hood au Texas, où il a obtenu un insigne de tireur d'élite avec son fusil M1, mais il n'est jamais allé au front. Grâce à ses compétences en dactylographie, il a été affecté à un travail de bureau dans le Maryland. Il a appelé cela une chance. Au lieu de se battre à l'étranger, il chassait les femmes autour de Washington et dessinait des caricatures pour les bulletins d'information militaire. Il a servi jusqu'en 1946 et a déclaré que ces années calmes avaient contribué à maintenir sa flamme créative allumée. Il croyait que s'il avait vu le combat, Playboy n'aurait peut-être jamais existé. Après avoir quitté l'armée, il est allé à l'Université de l'Illinois en 1946. Il a étudié la psychologie avec des mineurs en écriture créative et en art. Il a travaillé si dur qu'il a tout terminé en seulement 2 ans et demi. Il est devenu le rédacteur en chef du magazine d'humour du campus appelé Shaft et a présenté une nouvelle section appelée Co-Ed of the Month. Cela a choqué beaucoup de gens, mais a laissé entrevoir ce qu'il construirait plus tard.
Il a brièvement fréquenté Northwestern pour des études supérieures en 1949, mais a abandonné après avoir écrit un article critiquant les lois américaines sur le sexe. Il voulait bousculer les choses, pas suivre les règles. La même année, il a également étudié à l'Art and Institute de Chicago pendant l'été, mélangeant son amour pour le visuel et les mots. En 1952, Hefner travaillait au magazine Esquire, gagnant 60 $ par semaine. Il a demandé une petite augmentation, juste 5 $, et ils ont dit non, alors il a démissionné. C'était une décision audacieuse, mais il en avait assez, c'en est assez. Il a emprunté 600 $ en hypothéquant ses meubles et a recueilli 8 000 $ supplémentaires auprès de 45 investisseurs, dont 1 000 $ de sa mère, qui ne croyait pas au projet, mais l'aimait suffisamment pour l'aider. Il voulait d'abord appeler le magazine Stag Party, mais a dû le changer en raison de menaces juridiques. Alors, il a eu l'idée de Playboy. Le premier numéro a été assemblé dans sa petite cuisine de Hyde Park. Le tout premier magazine Playboy était sorti en décembre 1953. Il n'y avait même pas de date sur la couverture, parce que Hefner n'était pas sûr qu'il y aurait un deuxième numéro. Il a acheté des photos de Marilyn Monroe, nues pour seulement 500 $. Elles avaient en fait été prises en 1949, bien avant qu'elle ne devienne une star. Monroe n'a jamais travaillé avec Playboy, ni même rencontré Hefner. Chunk 3. Mais cette image, elle allongée sur du velours rouge, les yeux fermés et les lèvres légèrement entr'ouvertes, est devenue emblématique. Le numéro s'est vendu à près de 54 000 exemplaires à 50 cents chacun. Parallèlement à la photo, Hefner a inclus des articles sur le jazz, le sport et même une histoire de Sherlock Holmes. C'était sa façon de dire que le magazine était destiné à l'esprit ainsi qu'aux yeux. Aujourd'hui, les copies originales peuvent se vendre plus de 100 000 $. Hefner a écrit lui-même le tout premier éditorial. Il a dit que le magazine serait un divertissement pour les hommes, avec de la fiction, de la mode, de la musique et des femmes. Il n'a pas fallu longtemps pour que des écrivains majeurs s'impliquent. Ray Bradbury a publié une histoire. En 1955, Hefner a choqué les gens en imprimant l'histoire de Charles Beaumont sur un monde où les hétérosexuels étaient victimes de discrimination, inversant l'oppression du monde réel. L'histoire a provoqué un tollé, mais Hefner l'a soutenu. La même année, il a également embauché Dick Gregory, un comédien noir qu'il avait vu se produire à Chicago. C'était la première grande opportunité de Gregory. Le magazine se vendait alors à 100 000 exemplaires par mois. Mais le combat de Hefner ne faisait que commencer. En 1955, le service postal américain a tenté d'interdire Playboy, le qualifiant d'obscène. Il s'est défendu et a gagné. Cette victoire lui a permis d'imprimer en couleur et de se développer rapidement. Même de grands noms comme Vladimir Nabokov et John Lennon ont contribué plus tard. En 1963, il a été arrêté pour des photos de Jayne Mansfield, mais l'affaire s'est terminée par un jury indécis. Il a également lancé une émission de télévision appelée Playboy's Penthouse en 1969. Cela ressemblait à une fête dans son appartement et mettait en vedette des stars comme Sammy Davis Jr. et Ella Fitzgerald. L'émission a repoussé les limites raciales en montrant des invités noirs et blancs socialisant ensemble à l'écran à une époque où de nombreuses stations du Sud refusaient de la diffuser. En 1960, Hefner a ouvert le premier Playboy Club à Chicago. Il était bondé de visiteurs qui payaient un abonnement de détenteur de clés juste pour entrer. Les serveuses portaient, des costumes de satin avec des oreilles et des queues de lapin. Dans les coulisses, des règles strictes les obligeaient à conserver un certain poids et une certaine apparence, sinon elles seraient punies. En 1961, le club avait accueilli plus de 132 000 personnes en seulement 3 mois. Finalement, il y a eu 40 clubs dans le monde, y compris des endroits comme Londres et la Jamaïque. En 1962, Hefner a commencé à écrire une longue série d'essais appelée La philosophie Playboy. Chunk 4. Elle a duré jusqu'en 1965 et a totalisé environ 250 000 mots.
Il a parlé de la liberté d'expression, du droit à l'avortement et des lois sur le sexe. Certains le considéraient comme un penseur courageux, mais d'autres, en particulier les groupes féministes, disaient qu'il utilisait simplement de grands mots pour justifier l'utilisation des femmes. Les protestations ont commencé. D'anciens employés ont révélé plus tard que les femmes qui travaillaient pour lui devaient suivre des règles strictes, souvent dégradantes. Les abus cachés commençaient déjà à faire surface. En 1964, Playboy est entré en bourse et valait 120 millions de dollars. Hefner en contrôlait toujours la majeure partie. En décembre 1959, il avait acheté un immense manoir de 70 pièces à Chicago pour 370 000 $. Il avait des tunnels secrets, une piscine avec une entrée de cascade et des pièces remplies de miroirs et de lumière. Il y a vécu après son divorce et a organisé des fêtes folles avec des centaines d'invités. Les agents du FBI surveillaient pendant les enquêtes pour obscénité. Des années plus tard, des femmes se sont manifestées en disant qu'elles avaient été droguées, forcées à des actes et même filmées sans consentement. Certaines de ces allégations ont été incluses dans des documentaires aussi tard qu'en 2022. En 1968, Hefner a lancé Playboy Productions pour faire des films. L'un des premiers de ses grands films a été Macbeth en 1971, réalisé par Roman Polanski. C'était un film sombre et violent, et il a attiré l'attention en partie parce que Polanski venait de perdre sa femme, Sharon Tate. La société a réalisé plus de 20 films, dont Saint Jack en 1969. Mais dans les coulisses, les choses s'effondraient. Le nom de Playboy était partout, mais des histoires plus sombres continuaient de sortir. Hugh Hefner a épousé Millie Williams en 1949 après l'avoir rencontrée à l'université Northwestern. Il s'était préservé pour elle, croyant qu'elle était la bonne. Mais pendant qu'il était à l'armée, Millie a avoué avoir une liaison. Ce moment l'a brisé. Il a dit plus tard que c'était la chose la plus douloureuse qui lui soit jamais arrivée dans sa vie. Par culpabilité, Millie lui a permis de coucher avec d'autres femmes, mais cela n'a pas pu sauver leur mariage. En 1959, ils ont divorcé après 10 ans. Ils ont eu 2 enfants, Christy, né en 1952, et David, né en 1955. Après le divorce, Hugh a changé. Chunk 5. Il s'est lancé dans une vie sauvage au Chicago Playboy Mansion, sortant avec plusieurs femmes à la fois. Il a même affirmé avoir été avec plus d'1 millier de femmes. Leurs enfants ont d'abord pris le nom de famille du nouveau mari de Millie, Edwin Gunn, mais sont ensuite revenus à Hefner. C'était le début du style de vie qui allait le rendre célèbre. Des fêtes somptueuses, de jeunes femmes et un monde de fantaisie. En 1968, tout a de nouveau changé lorsqu'il a rencontré Barbie Benton. Elle n'avait que 18 ans et est apparue dans son émission de télévision, Playboy After Dark. Leur relation s'est développée rapidement et elle a emménagé. En 1971, elle l'a convaincu d'acheter un immense manoir à Holby Hills pour un peu plus d'1 million de dollars. La même année, il a transformé le domaine en le nouveau Playboy Mansion. Il y avait un zoo, des cascades, des pièces secrètes et une grotte où des fêtes folles se déroulaient presque tous les soirs. Des célébrités comme Mick Jagger et Warren Beatty venaient souvent. Benton a même aidé à concevoir des parties de la maison. Ils sont restés ensemble jusqu'en 1976, mais ces aventures ont mené à la rupture. Pourtant, elle a dit plus tard que c'était les meilleures années de sa vie. Puis, en 1985, Hefner a eu un grave accident vasculaire cérébral. Il avait 58 ans. Cela l'a laissé partiellement paralysé pendant un certain temps et l'a forcé à repenser sa vie. 4 ans plus tard, en 1949, il s'est remarié. Cette fois, c'était avec Kimberly Conrad, une playmate de 26 ans qu'il a rencontrée lors de sa séance photo en 1987. Elle est devenue la playmate de l'année en 1989. Ils ont eu 2 fils, Marston, né en 1990, et Cooper, né en 1991. Il a ralenti brièvement pour sa famille,
Mais en 1998, ils vivaient séparés. Il est retourné à ses vieilles habitudes, sortant à nouveau avec plusieurs femmes. Kimberly a finalement demandé le divorce en 2010 après avoir vécu séparément pendant plus d'une décennie. Hefner a admis que le mariage avait été une sorte de réaction à la peur provoquée par son accident vasculaire cérébral. Ils sont restés légalement mariés pour les enfants et elle a même vécu dans la maison d'à côté. En 2012, il s'est passé marié une dernière fois. Le soir du Nouvel An, il a épousé Crystal Harris. Elle avait 26 ans et il en avait 86. Chunk Sis Sons. Ils s'étaient rencontrés lors d'une fête d'Halloween en 2008 et elle a rapidement emménagé dans le manoir. Mais des années plus tard, dans ses mémoires de 2024, elle a révélé ce qu'était vraiment la vie avec Hefner. Elle a dit qu'elle se sentait piégée et contrôlée. Il lui faisait suivre des règles sur ce qu'elle portait, son apparence, même le type de vernis à ongles qu'elle utilisait. Elle n'était pas autorisée à prendre du poids, devait se décolorer les cheveux rapidement si ses racines apparaissaient et avait un couvre-feu strict. Elle a dit que l'intimité est devenue robotique et presque inexistante après 2014. Le manoir était plein de moisissures, d'oiseaux et de déchets qu'il refusait de jeter. Bien qu'ils aient annulé le mariage une fois en 2011, ils se sont remis ensemble. Mais quand il est mort, elle n'a rien hérité. Ce mariage a montré un côté plus sombre de Hefner, un côté qui parlait de contrôle, pas d'amour. En 1965, une tragédie a ébranlé le monde de Playboy. Bobby Harstein, la secrétaire de Hefner, s'est suicidée dans un hôtel de Chicago. Elle n'avait que 34 ans. À l'époque, le gouvernement enquêtait sur la consommation de drogue dans l'empire Playboy. Bobby avait été condamné à 15 ans de prison pour avoir aidé à transporter de la cocaïne. Hefner pensait que les accusations étaient un moyen de la faire pression pour qu'elle se retourne contre lui. Il a appelé cela une chasse aux sorcières. Les médias ont explosé avec des rumeurs de drogue et de fêtes folles aux Playboy Mansions. Une autre femme, Adrienne Pollock, était décédée d'une overdose en 1973. C'était une période sombre et l'image de Hefner a commencé à changer. Puis c'est venu une histoire encore plus sombre en 1980. Dorothy Stratton, qui venait d'être nommée Playmate de l'année, a été assassinée par son mari jaloux. Elle n'avait que 20 ans. Les gens ont blâmé Hefner pour l'avoir mise en danger. Après sa mort, il a publié des photos d'elle, nue, sans la permission de la famille. Sa mère et sa sœur ont intenté une action en justice. D'anciens employés ont dit qu'elle avait été agressée au manoir. Son petit ami, le réalisateur Peter Bogdanovich, a écrit plus tard un livre blâmant Hefner et la culture Playboy pour tout. Le monde entier a vu les fissures dans la fantaisie. Les années 1980 ont apporté des allégations plus troublantes. Chunk 7. Plusieurs femmes se sont manifestées en disant que Hefner les avait agressées au manoir. Certaines étaient mineures. Des drogues étaient souvent impliquées. Son ancienne petite amie Crystal a dit plus tard qu'il avait des milliers de photos compromettantes et elle les a détruites après sa mort. L'un de ses valets a dit que Hefner avait un jour agressé une fille pendant qu'elle dormait. Des sœurs jumelles qui vivaient au manoir ont dit qu'il refusait d'utiliser une protection et qu'il avait laissé l'une d'elles enceinte. Le manoir, autrefois considéré comme glamour, semblait maintenant être un lieu de douleur. Une partie étrange et secrète du monde de Hefner était liée à son médecin personnel, Mark Sagenor. Dans les années 1970 et 1980, Sagenor dirigeait des maisons cachées, appelées Shadow Mansions. C'étaient des endroits où des femmes étaient amenées, promises à la gloire, puis utilisées pour des fêtes et des rencontres. La fille de Sagenor a dit plus tard que tout était très sombre et prédateur. Certaines personnes pensaient que Hefner et le médecin étaient plus que de simples amis. D'autres ont affirmé que ces maisons étaient utilisées pour des choses encore pires, y compris des vidéos illégales et des abus. Tout cela a été mis en lumière lors d'enquêtes sur la drogue dans les années 1980. En 1971, l'achat du Playboy Mansion par Hefner avait tout déclenché.
Il a transformé la maison de style gothique de 1927 en un symbole de fantaisie. Il y avait une grotte avec des cascades et des jacuzzis, des couloirs secrets, même un zoo. Dans les années 1980, il y avait une salle de sport avec des lits de bronzage, mais après des décennies de fêtes, la maison est tombée en ruine. En 2016, il l'a vendue pour 100 millions de dollars à un voisin qui a accepté de le laisser y vivre jusqu'à sa mort en 2017. En novembre 1972, le magazine Playboy a atteint son apogée avec plus de 7 millions d'exemplaires vendus. En 1976, le candidat à la présidence Jimmy Carter a donné une interview choquante, admettant qu'il avait commis l'adultère dans son cœur. Cela a presque ruiné sa campagne, mais cela a aidé à vendre plus de magazines. Playboy est devenu connu non seulement pour ses photos, mais aussi pour ses interviews de personnalités célèbres comme Martin Luther King Jr. et John Lennon. Hefner a également essayé de se développer au-delà des magazines. En 1971, il a lancé Playboy Records. Barbie Benton a enregistré de la musique sous le label. Une chanson, Show and Tell, est devenue un succès en 1974. En 1941, il a ouvert un casino à Atlantic City. Il a rapporté des millions, mais en 1944, il a été fermé après que Hefner s'est vu refuser une licence de jeu en raison d'anciennes accusations de corruption. Chunk 8. La chute du casino faisait partie des problèmes croissants de la marque. Dans les années 1990, les ventes d'imprimés de Playboy étaient en baisse, mais sous la direction de sa fille Christy, ils se sont mis en ligne. En 1994, Playboy.com a été lancé. En 1995, ils ont lancé le Playboy Cyber Club avec des vidéos et des chats. En 2011, ils ont même sorti une archive complète sur iPad, contournant les règles d'Apple. Christie avait vu le potentiel d'Internet tôt et a aidé à maintenir l'entreprise en vie pendant une période de changement. En 1988, Christie est officiellement devenu PDG. Hefner s'est retiré, se concentrant sur le travail créatif. En 2005, il a joué dans une émission de télé-réalité appelée The Girls Next Door. Elle montrait la vie à l'intérieur du manoir avec ses petites amies, Holly, Bridget et Kendra. L'émission a duré 6 saisons et a fait de Hefner une star de la télévision à nouveau. Des millions de personnes ont regardé, mais dans les coulisses, beaucoup de femmes ont dit plus tard que ce n'était pas ce qu'il semblait être. En mars 1985, Hugh Hefner avait 59 ans lorsqu'il a subi un petit accident vasculaire cérébral qui a changé sa vie à jamais. Il a blâmé le stress de celui-ci sur un livre qui était sorti sur le meurtre de la playmate Dorothy Stratton. Après l'accident vasculaire cérébral, Hefner a vendu son célèbre jet privé appelé Big Bunny. Il l'avait acheté en 1969 pour 5,5 millions de dollars. Ce n'était pas n'importe quel jet. Il avait une zone de discothèque, un cinéma et un espace de couchage pour 16 personnes. Il était peint en noir avec un projecteur montrant le logo Playboy Bunny. Et c'était un symbole de sa vie sauvage. Mais une fois que l'accident vasculaire cérébral l'a frappé, il a essayé de vivre plus sainement. Il a arrêté de fumer et a dit qu'il ralentissait. Mais la vérité était différente. Même en vieillissant dans sa 80-taine, il a continué à organiser des fêtes folles. Il a commencé à utiliser du Viagra et a dit un jour que le médicament avait changé sa vie parce qu'il lui permettait de continuer à être intime avec plusieurs femmes. C'était un mélange étrange, essayant d'être en bonne santé tout en vivant toujours comme si rien n'avait changé. Dans le même temps, l'empire de Playboy s'effondrait. Leurs casinos aux États-Unis et au Royaume-Uni fermaient et l'argent s'asséchait rapidement. En juin 2016, les gens ont commencé à murmurer que Hefner empirait. Certains ont dit qu'il agissait comme quelqu'un atteint de démence. Chunk 9. La même année, il a vendu le Playboy Mansion pour 100 millions de dollars. L'homme qui l'a acheté était Darren Metropolis, 32 ans, dont le père possédait Hostess Brands. Le manoir avait été acheté par Playboy en 1971 pour seulement
1,5 million de dollars. Il était immense, plus de 22 000 pieds carrés, et avait un permis de zoo, une salle de jeu et la célèbre grotte. Mais en 2016, il tombait en ruine et avait besoin de réparations importantes. La partie la plus choquante de l'accord était que Hefner pouvait continuer à y vivre pour le reste de sa vie. Playboy payait 1 million de dollars par an pour le relouer. Les gens ont commencé à se demander s'il était trop faible pour déménager. Metropolis avait déjà acheté la maison d'à côté en 2009 pour 18 millions de dollars et il prévoyait de combiner les deux maisons en une seule propriété géante après la mort de Hefner. Cet arrangement étrange a révélé la vérité. L'empire de Hefner s'effondrait et l'homme qui régnait autrefois sur les fêtes quittait rarement sa chambre. Le 27 septembre 2017, Hugh Hefner est décédé à 91 ans. Il souffrait d'une grave infection à E. coli qui s'est transformée en septicémie. Il est décédé au Playboy Mansion entouré de sa famille. Mais ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est l'endroit où il a été enterré en 1992. Il avait dépensé 75 000 $ pour acheter le tiroir de crypte juste à côté de Marilyn Monroe. Elle avait fait la couverture du premier numéro du magazine Playboy en 1953, montrée nue sans son consentement. Hefner ne l'avait jamais rencontrée dans la vraie vie, mais il était obsédé par elle. Monroe est décédée en 1962 et sa tombe était souvent couverte de marques de rouge à lèvres de ses fans. Certaines personnes ont été troublées par le choix de Hefner d'être enterré à côté d'elle, disant qu'il l'objectivait même après sa mort. Ses funérailles étaient privées et il a été enterré dans un cercueil fermé. C'était comme s'il essayait de lier son héritage à jamais à la femme qui avait contribué à lancer son empire de 200 millions de dollars, même si elle n'avait jamais accepté. En janvier 2022, une série documentaire intitulée Secrets of Playboy a été diffusée et a tout bouleversé à nouveau. Elle a révélé que Hefner aurait pu simuler des maladies pour contrôler les femmes. Sa troisième épouse, Crystal Harris, a été mariée à lui de 2012 jusqu'à sa mort en 2017. Dans un mémoire qu'elle a publié en 2024, elle a déclaré que Hefner prétendait avoir mal au dos et une perte d'audition pour qu'elle ne le laisse pas seul. Elle a dit qu'il lui faisait suivre des règles strictes, comme se décoloriser les cheveux et ne porter que du vernis à ongles de couleur claire. En même temps, elle était aux prises avec la maladie de Lyme et un empoisonnement aux moisissures. D'autres femmes l'ont soutenue, disant que Hefner utilisait la culpabilité pour les garder sous contrôle. Ces histoires ont montré un côté beaucoup plus sombre de l'homme que les gens considéraient autrefois comme un simple playboy aimant les fêtes. Chunk, 10. Même après sa mort, on se souvenait de lui non pas comme d'une icône amusante, mais comme d'un manipulateur qui utilisait la maladie comme une arme. En 2010, Hugh Hefner a créé la Hugh M. Hefner Foundation. Il a donné des millions à la conservation des films, à la liberté d'expression et à l'éducation sexuelle. Il a soutenu les travaux de l'Université de Californie du Sud sur la censure cinématographique pendant 20 ans. La Fondation a remis des prix chaque année aux personnes qui luttaient pour les droits du premier amendement. En 2017, Hefner avait également fait des dons à la recherche sur la maladie de Lyme, ce qui était lié à la propre maladie de Crystal. Certaines personnes y ont vu une tentative de changer la façon dont les gens se souvenaient de lui. Même s'il avait passé des décennies à vivre une vie de fête, de scandale et de contrôle, ses dons racontaient une histoire différente. Peut-être essayait-il de s'assurer que l'histoire se souvienne de lui avec bienveillance. Le Playboy Mansion lui-même contenait des secrets qui allaient bien au-delà des fêtes. Le domaine avait été construit en 1927 dans un style Tudor gothique par Arthur R. Kelly. Cachée derrière des panneaux dans le sous-sol se trouvait une cave à vin secrète destinée à cacher l'alcool pendant la Prohibition. Hefner l'a découvert après avoir acheté le manoir en 1971 pour 1,5 million de dollars. Plus tard, il a utilisé cet espace pour stocker des vidéos et des photos privées provenant de caméras de sécurité autour du manoir.
Il s'en est même vanté dans une interview à Vanity Fair en 2011. Les voûtes en pierre et les trappes ont ajouté au mystère, faisant se demander à certaines personnes ce qui était enterré sous la maison. Dans les années 1970, Hefner a ajouté des tunnels et des locaux techniques sous le domaine. Ces tunnels reliaient le manoir principal à la salle de jeu et au bain afin que le personnel puisse se déplacer sans être vu pendant les fêtes Sydney sauvages. De vieilles photos Polaroid ont montré l'ampleur de ces zones souterraines. Un ancien employé a affirmé que les tunnels se connectaient autrefois aux maisons d'acteurs célèbres comme Jack Nicholson et Warren Beatty. Bien qu'ils aient été fermés en 1959, les plans ont montré que les tunnels atteignaient quand même le Los Angeles Country Club. Le Playboy Mansion n'était pas seulement une maison de fête, c'était un monde secret construit pour cacher tout, des caméras aux invités célèbres. En 1978, Hefner a construit une salle de sport souterraine sous le bain. Elle avait le meilleur équipement, des lits de bronzage, des saunas et même des douches en pierre. Il a dit que c'était pour sa petite amie, Carrie Lee, mais des caméras cachées y ont été installées et le personnel a dit plus tard qu'elles étaient utilisées pour enregistrer des rencontres sexuelles sans permission. Le valet Stefan Tettenbaum a décrit des soirées cochons où des travailleuses du sexe étaient filmées, pendant que Hefner regardait sur de grands écrans en fumant et en riant. Chunk 11. En 2022, Variety a rapporté que ces enregistrements avaient conduit à des poursuites. La salle de sport, destinée à la remise en forme, était devenue une partie d'une scène beaucoup plus sombre. Dans les années 1980, le sous-sol a été agrandi à nouveau. Des voûtes cachent sans mètres cachés, stockées des vidéos et des plans de pièces secrètes conçues pour le sexe et la consommation de drogue. Certains disent que ces bandes ont été utilisées par Hefner pour faire chanter des célébrités et des invités. Un bibliothécaire vidéo a révélé plus tard que les voûtes contenaient plus de 1000 bandes. Les rénovations comprenaient du bois sculpté, des miroirs cachés et des chambres privées conçues uniquement pour les soirées sexuelles. Ces voûtes étaient comme des capsules temporelles du monde de Hefner, un monde rempli de glamour à l'extérieur et de secrets troublants en dessous. Même les voûtes en pierre d'origine de 1927 ont été transformées en cachettes. Elles ont été construites dans un style néo-gothique, avec des arcs brisés et d'épais murs en pierre. Hefner les a remplies de plus de vidéos, y compris certaines des plus choquantes prises pendant les soirées cochons. Un membre du personnel a affirmé qu'il y avait plus de 100 bandes de célébrités stockées dans des coffres-forts à température contrôlée. Certaines des plus anciennes bandes remontaient à la fin des années 1970. Les voûtes mélangeaient l'architecture ancienne avec une nouvelle sorte d'obscurité qui est restée enfermée longtemps après le départ de Hefner. En 2022, le documentaire Secrets of Playboy a révélé encore plus de choses. Il a dit que Hefner avait installé des caméras secrètes pour enregistrer les femmes pendant les fêtes à leur insu. Son ancienne petite amie, Sandre Theodore, a dit qu'il utilisait les vidéos pour contrôler les gens. Elle a dit qu'il gardait une montagne de vengeance pornographique dans le sous-sol et qu'il se vantait d'avoir des bandes sur tout le monde. D'autres initiés ont dit que des caméras étaient placées dans les chambres et que Hefner regardait tout sur des écrans en direct. Ces révélations l'ont dépeint non pas comme une icône de l'amour libre, mais comme un homme qui utilisait le pouvoir pour piéger les gens. La même émission a affirmé que pendant les années 1980, Hefner a aidé à diriger des Shadow Mansions secrètes à travers Los Angeles. Ces maisons étaient utilisées pour des fêtes, de la drogue et des femmes qui ne correspondaient pas à l'image Playboy. Un médecin nommé Mark Saganor, connu sous le nom de Dr. Phil Good, aurait aidé à faire le trafic de jusqu'à 20 femmes par semaine sous prétexte de faire des séances photos. Une femme en 1985 aurait été droguée et ramenée au manoir principal pour le sexe. Des registres dans le sous-sol suivaient qui allait où en utilisant des codes secrets. Ces affirmations suggéraient que les abus ne se limitaient pas à une seule maison. Cela faisait partie d'un système. De nombreuses femmes ont dit que le sous-sol stockait également de grandes quantités de drogue, comme des quas et ludes.
Sandre Theodore a dit qu'il y avait des tiroirs remplis de jusqu'à 500 pilules et que le personnel les distribuait avant les fêtes. Chunk, 12. En 1976, une femme aurait été droguée et agressée dans le sous-sol, laissée inconsciente pendant des heures. Ces histoires provenaient d'anciens assistants qui ont dit que les pilules étaient partout de 1975 à 1980. Une petite amie a dit qu'elle avait reçu un sédatif dans son vin en 1978 et qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé jusqu'au lendemain matin. Même les anciens dossiers du FBI de Hefner étaient cachés dans le manoir. Après sa mort en 2017, les gens ont trouvé un dossier de 58 pages dans le sous-sol. Il a montré que des agents avaient suivi Hefner à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Ils pensaient que Playboy violait les lois sur l'obscénité, surtout après avoir publié des photos osées de Jayne Mansfield. En 1963, Hefner a été arrêté, mais a gagné au tribunal. Il y avait même des mémos envoyés à J. Edgar Hoover demandant des écoutes téléphoniques. Ces dossiers ont montré que Hefner était sur le fil du rasoir depuis le début. Après sa mort, les choses ne se sont pas arrêtées. En 2018, une ancienne Playmate nommée Susie Krabaker a poursuivi sa succession. Elle a dit qu'elle avait été agressée en 1980 et que tout avait été enregistré sur l'une des bandes du sous-sol. Elle n'était pas la seule. En 2022, il y avait plus de 10 poursuites, dont un recours collectif de 5 femmes demandant 10 millions de dollars. Les voûtes dans le sous-sol contenaient plus de 1000 heures d'images. Certaines bandes montraient des scènes remontant à 1969. Beaucoup de ces affaires se sont terminées par des règlements à l'amiable.